Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver sur le plateau de Voyage au bout de la nuit, votre émission quotidienne littéraire sur D8. C'est un plaisir de poursuivre avec vous la lecture de Mauprat, un roman de George Sand. Alors, si vous avez manqué le début, pas de panique, rendez-vous tout de suite sur les replays grâce au site internet de la chaîne, c'est-à-dire D8, dans la rubrique Voyage au bout de la nuit. Je vous conseille d'aller là, vous avez tous les replays et vous pouvez à loisir revoir, réentendre et pourquoi pas partager les lectures qui vous ont touché et surtout rattraper le retard. Si l'émission est un petit peu trop tôt ou trop tard pour vous, c'est une occasion de rattraper le retard. Voilà. Alors, donc, si vous avez suivi l'histoire, je vais reprendre la lecture dans quelques instants. Sinon, pas de panique, je vais quand même faire un tout petit résumé de ce qui se passe. Donc, on est encore au début du bouquin. Hein. J'ai commencé la lecture il y a seulement 2 émissions, c'est la 3e. Et quelqu'un juste avant moi avait vraiment fait tout le début. Et donc l'histoire, ça se passe dans le Berry. Voilà, ça se passe à la campagne. C'est un roman campagnard qu'a écrit George Sand. Et pourquoi le Berry ? Tout simplement parce que c'est là qu'elle a grandi et qu'elle y a vécu. Donc c'est une région qu'elle connaît bien et qu'elle affectionne particulièrement. Donc Mauprat, c'est un roman d'amour et c'est également une histoire de famille. La famille des Mauprat, ce sont des petits seigneurs qui résident dans le Berry, comme je vous le disais. Et cette famille, elle est séparée en 2 branches. Il y a la branche aînée, qu'on appelle les coupes-jarrets, et il y a la branche cadette, qu'on appelle les casse-têtes. Et ce qui se passe, c'est que dans la branche des coupes-jarrets, évidemment, on fait pas mal de brigandage, on s'adonne à des actes pas très catholiques. Et dans la seconde branche, qui ne compte que 2 membres, c'est-à-dire Hubert de Mauprat et sa fille Edmée, on s'évertue plutôt à faire preuve de sobriété et de bonté. Et ce qui se passe, c'est qu'un jour, le hasard va réunir 2 membres de ces branches opposées, c'est-à-dire les 2 adolescents, Bernard et Edmée. Et ce qui va se passer, c'est que Bernard va sauver Edmée. Il va tomber fou amoureux d'elle parce que c'est une très très jolie fille et du coup il va la sauver et elle, pour le remercier, elle va l'accueillir dans le château de son père, le château de Sainte-Sévère, et son père qui n'a jamais eu de fils va lui dire: écoutez mon ami, je n'ai jamais eu de fils, je vous aime beaucoup, vous avez sauvé ma fille, je vous propose de vous adopter. Mais ce qui se passe, c'est que ce fameux Bernard, qui est également le narrateur et le personnage principal du roman, ce fameux Bernard, c'est quand même un adolescent un petit peu bourru, il n'est pas très bien dégrossi, il arrive avec ses grosses bottes de braconnier, tout entouré de cuir, il est un petit peu rustre comme on dirait aujourd'hui et il n'a pas une éducation, il n'a pas en tout cas reçu la même éducation qu'Edmée. Et pourtant lui il est fou amoureux d'elle, donc il va essayer de se rapprocher d'elle, mais forcément l'éducation va les séparer aussi. Et ce qui va se passer, c'est que le père d'Edmée, Hubert de Mauprat, va lui dire: écoutez mon ami, je vous adopte, mais si je vous adopte, il faut quand même accepter, je vais aussi vous éduquer. Et vous allez un peu vaincre et vous battre contre vos mauvais penchants parce que vous allez devenir un homme bon et civilisé et peut-être qu'à ce moment-là, vous pourrez épouser ma fille. Mais jusqu'à présent, évidemment, il n'en est pas question. Donc, au moment de notre lecture, comme je vous disais, je suis encore au tout début du roman. Hein, on est encore au chapitre 9. Je m'apprête à attaquer le chapitre 10. Bernard est en train de comprendre que, évidemment, il a encore beaucoup de travail à faire pour se rapprocher d'Edmée. Et Edmée, elle est un petit peu partagée, c'est-à-dire qu'elle aime bien ce cousin un peu rustre et en même temps, elle est engagée avec un chevalier qui s'appelle le Chevalier de la Marche et elle est plutôt amoureuse de lui. Mais elle aime bien quand même Bernard, elle le trouve plutôt pour l'instant sympathique. Voilà, allez, je ne vous en dis pas plus, je reprends ma lecture, je vous rappelle juste que cette émission est la vôtre et que vous pouvez y participer. Comment ? C'est simple. Grâce au hashtag VBN qui s'affiche juste ici en bas de votre écran.
pour Voyage au bout de la nuit. Et vous savez, les hashtags, on les utilise pour Twitter, pour Facebook, pour les réseaux sociaux, parce qu'on est présent. L'équipe de Voyage au bout de la nuit est là, prête à vous répondre et à vous écouter si vous avez des choses à nous dire. Voilà, merci d'être fidèle à l'émission, merci de nous rejoindre, c'est parti, très bon voyage à vous. Edmé, qui était restée fort pâle et comme distraite jusque-là, me lança tout à coup un regard étincelant et m'interrompit pour me dire avec assurance « Pour me dispenser de quoi, s'il vous plaît, Bernard ?» Je vis que malgré son courage, elle était fort émue car elle brisa son éventail en le fermant. Je lui répondis, avec un regard où l'honnête malice du campagnard devait se peindre, « Pour vous dispenser, cousine, de tenir certaines promesses que vous m'avez faites à la Roche-Mauprat. » Elle devint plus pâle qu'auparavant, et son visage prit une expression de terreur que déguisait mal un sourire de mépris. « Quelle promesse lui avez-vous donc faite, Edmé ?» dit le chevalier en se tournant vers elle avec candeur. En même temps, le curé me serra le bras à la dérobée, et je compris que le confesseur de ma cousine était en possession de notre secret. Je haussai les épaules, leur crainte me faisait injure et pitié. Elle m'a promis, repris-je en souriant, de me regarder toujours comme son frère et son ami. « Ne sont-ce pas là vos paroles, Edmé ? Et croyez-vous que cela se prouve avec de l'argent ?» Elle se leva avec vivacité, et me tendant la main, elle me dit d'une voix émue, « Vous avez raison, Bernard, vous êtes un grand cœur, et je ne me pardonnerai pas si j'en doutais un instant. » Je vis une larme au bord de sa paupière, et je serrai sa main un peu trop fort sans doute, car elle laissa échapper un petit cri, accompagné d'un charmant sourire. Le chevalier m'embrassa, et l'abbé dit à plusieurs reprises en s'agitant sur sa chaise, « C'est beau, c'est noble, oh, c'est très beau. On n'a pas besoin d'apprendre cela dans les livres, ajouta-t-il en s'adressant au chevalier. Dieu écrit sa parole et répand son esprit dans le cœur de ses enfants. Vous verrez, dit le chevalier vivement attendri, que ce Mauprat révélera l'honneur de la famille. Maintenant, mon cher Bernard, je ne te parlerai plus d'affaires. Je sais comment je dois agir, et tu ne peux pas m'empêcher de faire ce que bon me semblera pour que mon nom soit réhabilité dans ta personne. La seule réhabilitation véritable m'est garantie par tes nobles sentiments, mais il en est encore une autre que tu refuseras pas de tenter. C'est celle des talents et des lumières. Tu t'y prêteras par affection, pour nous, je l'espère. Mais ce n'est pas encore le temps d'en parler. Je respecte ta fierté et veux assurer ton existence sans condition. Venez, l'abbé, vous allez m'accompagner à la ville chez mon procureur. La voiture est prête. Vous, les enfants, vous allez déjeuner ensemble. Allons, Bernard, donne le bras à ta cousine, ou pour mieux dire, à ta sœur. Apprends la courtoisie des manières, puisqu'avec elle, c'est l'expression de ton cœur. Vous dites vrai, mon oncle, répondis-je en m'emparant un peu rudement du bras d'Edmé pour descendre l'escalier. Elle tremblait, mais ses joues avaient repris leur incarnat et un sourire affectueux errait sur ses lèvres. Quand nous fûmes vis-à-vis l'un de l'autre à table, notre bon accord se refroidit en peu d'instants. Nous redevînmes embarrassés tous les deux. Si nous eussions été seuls, je me serais tiré d'affaire par une de ces brusques sorties que je savais m'imposer à moi-même quand j'étais trop honteux de ma timidité. Mais la présence de Saint-Jean, qui nous servait, me condamnait au silence sur le pont principal. Je pris le parti de parler de patience et de demander à Edmé comment il se faisait qu'elle fût si bien avec lui, et ce que je devais penser du prétendu sorcier. Elle me raconta en gros l'histoire du philosophe rustique et me dit que c'était l'abbé Aubert qui l'avait mené à la tour Gazeau. Elle avait été frappée de l'intelligence et de la sagesse du cénobite stoïcien et prenait pour causer avec lui un plaisir extrême. De son côté, Patience avait conçu pour elle tant d'amitié que depuis quelque temps il s'était relâché de ses habitudes et venait assez souvent lui rendre visite en même temps qu'à l'abbé. Vous pensez bien qu'elle eut quelque peine à rendre ses explications intelligibles pour moi. Je fus très frappée des éloges qu'elle donnait à Patience et de la sympathie qu'elle éprouvait pour ses idées révolutionnaires. C'était la première fois que j'entendais parler d'un paysan comme d'un homme. En outre, j'avais considéré jusque-là le sorcier de la tour Gazeau comme bien au-dessous d'un paysan ordinaire. Et voilà qu'Edmé le plaçait au-dessus de la plupart des hommes qu'elle connaissait et prenait parti pour lui contre la noblesse.
Je réussis à en tirer cette conclusion que l'éducation n'était pas si nécessaire que le chevalier, et l'abbé voulait bien me le faire croire. Bon, je ne sais guère mieux lire que patience, ajoutèrent, et je voudrais bien que vous eussiez autant de plaisir dans ma société que dans la sienne. Mais il n'y paraît guère, cousine, depuis que je suis ici. Comme nous quittions alors la table, et que je me réjouissais de me trouver enfin seule avec elle, j'allais devenir beaucoup plus explicite, lorsqu'entrant dans le salon, nous y trouvâmes monsieur de la Marche, qui venait d'arriver et qui entrait par la porte opposée. Je le donnai dans mon cœur à tous les diables. Monsieur de la Marche était un jeune seigneur, tout à fait à la mode de son époque, épris de philosophie nouvelle, grand voltairien, admirateur de Franklin, plus honnête qu'intelligent, comprenant moins ses oracles qu'il n'avait le désir et la prétention de les comprendre. Assez mauvais logicien, car il trouva ses idées beaucoup moins bonnes et ses espérances politiques beaucoup moins douces le jour où la nation française se mit en tête de les réaliser. Au demeurant, plein de bons sentiments, se croyant beaucoup plus confiant et romanesque qu'il ne l'était en effet, un peu plus fidèle à ses préjugés de caste et beaucoup plus sensible à l'opinion du monde qu'il ne se flattait et se piquait de l'être. Voilà tout l'homme. Sa figure était charmante, mais je la trouvais excessivement fade, car j'avais contre lui la plus ridicule animosité. Ses manières gracieuses me semblaient serviles auprès d'Edmé. J'eusse rougi de les imiter, et pourtant, je n'étais occupée qu'à renchérir sur les petits services qu'il pouvait lui rendre. Nous sortîmes dans le parc, qui était considérable et coupé par l'Indre, qui n'est là qu'un joli ruisseau. Chemin faisant, il se rendit agréable de mille manières. Il n'apercevait pas une violette qu'il ne l'accueillit pour offrir à ma cousine. Mais quand nous arrivâmes au bord du ruisseau, nous trouvâmes la planche sur laquelle on le traversait en cet endroit rompu et emporté par les orages des jours précédents. Alors, je pris Edmé dans mes bras, sans lui en demander la permission, et je traversai tranquillement. J'avais de l'eau jusqu'à la ceinture, et je portais ma cousine à bras tendus avec tant de force et de précision qu'elle ne mouilla pas un de ses rubans. Monsieur de la Marche, ne voulant pas paraître plus délicat que moi, n'hésita point à mouiller ses beaux habits et à me suivre avec des éclats de rire un peu forcés. Mais quoiqu'il ne portât aucun fardeau, il trébucha plusieurs fois sur les pierres dont le lit de la rivière était encombré, et ne nous rejoignit qu'avec peine. Edmé ne riait pas. Je crois qu'en faisant malgré elle cette épreuve de ma force et de ma hardiesse, elle fut très effrayée de songer à l'amour qu'elle m'inspirait. Elle était même irritée, et me dit, lorsque je la déposai doucement sur le rivage, « Bernard, je vous prie de ne recommencer jamais de pareilles plaisanteries. »« Ah bon ?» lui dis-je. « Vous ne vous en fâcheriez pas de la part de l'autre ? Il ne se les permettrait pas, dit-elle. « Je le crois bien, répondit Gilles sans garderait. Regardez, le voilà comment fait. Et moi, je ne vous ai pas dérangé un cheveu. Il ramasse très bien les violettes, mais croyez-moi, dans un danger, ne lui donnez pas la préférence. » Monsieur de la Marche me fit de grands compliments sur cet exploit. J'avais espéré qu'il serait jaloux, il ne parut pas seulement y songer, et prit son parti gaiement sur le pitoyable état de sa toilette. Il faisait extrêmement chaud, et nous étions séchés avant la fin de la promenade. Mais Edmé demeura triste et préoccupée. Il me sembla qu'elle faisait effort pour me montrer autant d'amitié que pendant le déjeuner. J'en fus affectée, car je n'étais pas seulement amoureux d'elle, je l'aimais. Il m'eût été impossible de faire cette distinction, mais les deux sentiments étaient en moi, la passion et la tendresse. Le chevalier et l'abbé rentrèrent à l'heure du dîner. Ils s'entretinrent à voix basse avec monsieur de la Marche du règlement de mes affaires, et au peu de mots que j'entendis malgré moi, je compris qu'il venait d'assurer mon existence dans les conditions brillantes qui m'avaient été annoncées le matin. J'eus la mauvaise honte de ne point témoigner naïvement ma reconnaissance. Cette générosité me troublait, je n'y comprenais rien. Je m'en méfiais presque comme d'une embûche qu'on me tentait pour m'éloigner de ma cousine. Je n'étais pas sensible aux avantages de la fortune, je n'avais pas les besoins de la civilisation, et les préjugés nobiliaires étaient chez moi un point d'honneur, nullement une vanité sociale. Voyant qu'on ne me parlait pas ouvertement, je pris le parti peu gracieux de feindre une complète ignorance. Edmé devint toujours plus triste. Je remarquai que ses regards se portaient alternativement sur monsieur de la Marche et sur moi, avec une inquiétude vague. Toutes les fois que je lui adressais la parole, ou même que j'élevais la voix en parlant aux autres personnes, elle tressaillait. Puis elle fronçait légèrement le sourcil, comme si ma voix lui causait une douleur physique. Elle se retira aussitôt après le dîner.
Son père la suivit avec inquiétude. « Ne remarquez-vous pas, dit l'abbé en les voyant s'éloigner et en s'adressant à monsieur de la Marche, que mademoiselle de Mauprat est bien changée depuis ces derniers temps ?»« Elle est maigrie, répondit le lieutenant général, mais je crois qu'elle n'en est que plus belle. »« Oui, mais je crains qu'elle ne soit plus malade qu'elle ne l'avoue. Son caractère est aussi changé que sa figure. Elle est triste. »« Triste ? Il me semble qu'elle n'a jamais été aussi gaie que ce matin. N'est-il pas vrai, monsieur Bernard ? C'est depuis la promenade seulement qu'elle s'est plainte d'avoir un peu de migraine. »« Je vous dis qu'elle est triste, reprit l'abbé. Quand elle est gaie maintenant, elle ne l'est plus que de raison. Il y a quelque chose d'étrange alors et de forcé en elle, qui n'est pas du tout dans sa manière d'être accoutumée. Puis un instant après, elle retombe dans une mélancolie que je n'avais jamais remarquée avant la fameuse nuit de forêt. Soyez sûr que les émotions de cette nuit ont été graves. Elle a été témoin en effet d'une scène affreuse à la Tour Gazeau, dit monsieur de la Marche. Et puis cette course de son cheval à travers la forêt, lorsqu'elle a été emportée loin de la chasse, a dû la fatiguer et l'effrayer beaucoup. Cependant, elle est douée d'un courage si admirable. Dites-moi, cher monsieur Bernard, lorsque vous la rencontrâtes dans la forêt, vous parut-elle très épouvantée ? Dans la forêt, repris-je. Je ne l'ai point rencontrée dans la forêt. Non, c'est dans la Varenne que vous l'avez rencontrée, dit l'abbé. À propos, monsieur Bernard, voulez-vous bien me permettre de vous dire un mot d'affaires en particulier sur votre propriété de... Il m'entraîna alors hors du salon et me dit à voix basse, « Il ne s'agit pas d'affaires, je vous supplie de ne laisser soupçonner à qui que ce soit, pas même à monsieur de la Manche, que mademoiselle de Mauprat ait été seulement l'espace d'une seconde à la Roche-Mauprat. »« Et pourquoi donc, demandai-je, n'y a-t-elle pas été sous ma protection? N'en est-elle pas sortie pure grâce à moi? Et peut-on ignorer dans le pays qu'elle y ait passé 2 heures ? » ?»« On l'ignore entièrement, répondit-il. Au moment où elle en sortait, la Roche-Mauprat tombait sous les coups des assiégeants, et aucun de ses hôtes ne reviendra du sein de la tombe ou du fond de l'exil pour raconter ce fait. Quand vous connaîtrez davantage le monde, vous comprendrez de quelle importance il est pour la réputation d'une jeune personne qu'on ne puisse pas supposer que l'ombre d'un danger est seulement passée sur son honneur. En attendant, je vous adjure, au nom de son père, au nom de l'amitié que vous avez pour elle et que vous lui avez exprimée ce matin d'une manière si noble et si touchante. Vous êtes très adroit, monsieur l'abbé. Toutes vos paroles ont un sens caché que je comprends fort bien, tout grossier que je suis. Dites à ma cousine qu'elle se rassure. Je n'ai pas sujet de nier sa vertu, très certainement. Je ne suis d'ailleurs pas capable de me faire manquer le mariage qu'elle désire. Dites-lui que je ne réclame d'elle qu'une chose, c'est cette promesse d'amitié qu'elle m'a faite à la Roche-Mauprat. Cette promesse a donc à vos yeux une singulière solennité, dit l'abbé ? Et quelle méfiance peut-elle vous laisser en ce cas ? Je le regardai fixement, et comme il me semblait troublé, je pris plaisir à le tourmenter, espérant qu'il rapporterait mes paroles à Edmé. « Aucune, dis-je, seulement je vois qu'on craint l'abandon de monsieur de la Marche, au cas où l'aventure de la Roche-Mauprat viendrait à se découvrir. Si ce monsieur est capable de soupçonner Edmé et de lui faire outrage à la veille de ses noces, il me semble qu'il y a un moyen bien simple de raccommoder tout cela. Et lequel, selon vous ? C'est de le provoquer et de le tuer. Je pense que vous ferez tout pour épargner cette dure nécessité et ce péril affreux au respectable monsieur Hubert. Je les lui épargnerai de reste en me chargeant de venger ma cousine. C'est mon droit, monsieur l'abbé. Je connais les devoirs d'un gentilhomme tout aussi bien que si j'avais appris le latin. Vous pouvez lui dire de ma part qu'elle dorme en paix, je me tairai, et si cela ne sert à rien, je me battrai. Mais Bernard, reprit l'abbé, d'un ton insinuant et doux, songez-vous à l'attachement de votre cousine pour monsieur de la Marche ? Eh bien, raison de plus, m'écriai-je, saisi d'un mouvement de rage, et je lui tournai le dos brusquement. L'abbé rapporta toute cette conversation à la pénitente. Le rôle de ce digne prêtre était fort embarrassant. Il avait reçu sous le sceau de la confession une confidence à laquelle il ne pouvait que faire des allusions très détournées en s'entretenant avec moi. Cependant, il espérait, au moyen de ces délicates allusions, me faire comprendre le crime de mon obstination et m'amener à y renoncer loyalement. Il augurait trop bien de moi, tant de vertus étaient au-dessus de mes forces, comme elle était au-dessus de mon intelligence. Et
Je vous propose tout de suite de commencer le chapitre 10. Voilà. Quelques jours se passèrent dans un calme apparent. Edmée se disait souffrante et sortait peu de sa chambre. Monsieur de la Marche venait presque tous les jours. Son château était situé à peu de distance. Je le prenais de plus en plus avec aversion, malgré les politesses dont qu'il me comblait. Je ne comprenais rien à ses affectations de philosophie et je le combattais avec toute la grossièreté de préjugés et d'expressions dont j'étais susceptible. Ce qui me consolait un peu de mes souffrances secrètes, c'était de voir qu'il n'était pas reçu plus que moi dans les appartements d'Edmée. Le seul événement de cette semaine fut l'installation de Patience dans une cabane voisine du château. Depuis que l'abbé Aubert avait trouvé auprès de son chevalier une existence à l'abri des persécutions ecclésiastiques, il n'y avait plus pour lui de nécessité à voir secrètement son ami, le cénobite. Il l'avait donc vivement engagé à quitter le séjour des bois et à se rapprocher de lui. Patience s'était fait beaucoup prier. Tant d'années passées dans la solitude l'avaient tellement attaché à sa tour Gazeau qu'il hésitait à lui préférer la société de son ami. En outre, il disait que l'abbé allait se corrompre dans le commerce des grands, que bientôt il subirait à son insu l'influence des vieilles idées et qu'il se refroidirait à l'égard de la cause sainte. Il est vrai qu'Edmée avait gagné le cœur de Patience et qu'en lui offrant une petite habitation appartenant à son père et située dans un ravin pittoresque à la sortie de son parc, elle s'y était prise avec assez de grâce et de délicatesse pour ne pas blesser sa fierté chatouilleuse. C'était à l'abbé de terminer cette grande négociation que l'abbé s'était rendu à la tour Gazeau avec Marcasse, le soir où, retenus par l'orage, ils avaient donné asile à Edmée et à moi. La scène affreuse qui suivit notre arrivée trancha toutes les irrésolutions de Patience. Enclin aux idées pythagoriciennes, il avait horreur du sang répandu. La mort d'une biche lui arrachait des larmes, comme au Jacques de Shakespeare. À plus forte raison, les meurtres humains lui étaient impossibles à contempler. Et du moment que la tour Gazeau eût été le théâtre de 2 morts tragiques, elle lui sembla souillée et rien n'eût pu le décider à y passer une nuit de plus. Il nous suivit à Sainte-Sévère et bientôt il laissa vaincre ses scrupules philosophiques par les séductions d'Edmée. La maisonnette, dont on lui fit accepter la jouissance, était assez humble pour ne pas le faire rougir d'une transaction trop apparente avec la civilisation. Il y trouva une solitude moins profonde qu'à la tour Gazeau, mais les fréquentes visites de l'abbé et celles d'Edmée ne lui laissèrent pas le droit de se plaindre. Ici, le narrateur interrompit de nouveau son récit pour entrer dans le développement du caractère de mademoiselle de Mauprat. « Edmée, dit-il, et croyez bien que ce n'est pas le langage de la prévention, était au sein de sa modeste obscurité une des femmes les plus parfaites qu'il eût en France. Pour qu'elle fût citée et vantée entre toutes, il ne lui a manqué que le désir ou la nécessité de se faire connaître au monde. Elle était heureuse dans sa famille, et la plus douce simplicité couronnait ses facultés et ses hautes vertus. Elle ignorait son mérite comme je l'ignorais moi-même à cette époque, où, brute avide, je ne voyais que par les yeux du corps et croyais ne l'aimer que parce qu'elle était belle. Bon, il faut dire aussi que son fiancé, Monsieur de la Marche, ne la comprenait guère mieux. Il avait développé la pâle intelligence dont il était doué à la froide école de Voltaire et d'Helvétius. Edmée avait allumé sa vaste intelligence aux brûlantes déclamations de Jean-Jacques. Un temps est venu où j'ai compris Edmée. Le temps où Monsieur de la Marche l'aurait comprise ne fut jamais arrivé. Edmée, privée de sa mère dès le berceau et abandonnée à ses jeunes inspirations par un père plein de confiance, de bonté et d'écurie, et s'était formée à peu près seule. L'abbé Aubert, qui lui avait fait faire sa première communion, n'avait point proscrit de ses lectures les philosophes qu'il avait séduits lui-même. Ne trouvant autour d'elle ni contradiction, ni même discussion, car en toute chose, elle entraînait son père dont elle était l'idole, Edmée était restée fidèle à des principes en apparence bien opposés. La philosophie, qui préparait la ruine du christianisme, et le christianisme, qui proscrivait l'esprit d'examen. Et vous l'avez peut-être déjà deviné, c'est la fin de cette émission. Et oui, la lecture touche
à sa fin. Nous reviendrons bien sûr sur la suite de Mauprat, un roman de George Sand que j'ai pris plaisir à vous lire ce soir. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle émission. D'ici là, prenez soin de vous, bonne journée ou très belle nuit si vous allez vous coucher. Allez, salut!